Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel, la fin des frontières, la fin de la possession, la mise en commun de tout, un monde totalement écologique où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, plus aucun homme ne représente un danger pour autrui. Donc on a réussi à pacifier l'homme. Euh, le danger que l'homme représente aujourd'hui, c'est lié aux pathologies qui sont inhérentes à la chrysalide, à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans cette chrysalide, cette transformation du primate que nous étions, du primate naturel que nous étions, on était un petit peu comme les autres primates, bon, comme les chimpanzés en gros. Ben, c'est clair que même les chimpanzés, déjà, ils ont développé des stratégies de guerre, ils sont agressifs les uns envers les autres, etc. Mais nous avons sophistiqué cette violence et on a transformé notre esprit du côté négatif et à, à, à développer des sortes de perversions. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on dépassera. On arrivera l'humanité parviendra à le juguler et à l'éteindre, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Mais il faudra encore quelques siècles d'évolution. On n'a pas encore atteint cet état-là. Et je pense que voilà, ce, cet état de perfection dont je parle, il, il est, euh, c'est, c'est, c'est pour les siècles qui vont venir. Dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps dans son évolution. Ça fait des centaines de milliers d'années qu'elle est en œuvre. Donc, ce n'est pas quelques siècles qui lui font peur. Donc, on atteindra cet état-là par force, selon ma théorie. C'est ce que j'essaie de démontrer sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et dans ces vidéos, j'essaie de, de, de le préciser un petit peu en m'appuyant sur des audios que j'écoute souvent sur France Culture dans l'émission Avec Philosophie. Et là, ben, c'est ce que je vais reprendre, une, euh, une émission qui était consacrée à l'ombre et à la lumière, euh, à Platon et Descartes. Et donc, il y a deux intervenants, Anne Merker et Pierre Guénancia. Et c'est génial, leur façon d'éclairer ces deux philosophes, Platon et Descartes, est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a plein d'amour, et puis il y a quelque chose de très universel. Et justement, ça me permet de critiquer un petit peu le narcissisme occidental, le narcissisme, l'égocentrisme humain, l'élitisme, etc. Toutes ces pathologies, en somme, hein, parce que pour moi, c'est des pathologies qui nous servent à construire l'humanité, évidemment, mais que l'humanité devra se débarrasser. Parce que l'état de perfection, la sagesse, on pourrait dire, l'état de sagesse est sans ego, sans. Voilà, ça limite complètement le, la capacité de l'homme à s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Donc on va vers cette humilité absolue et donc il faudra à un certain moment combattre l'égocentrisme, le narcissisme, l'élitisme. Moi je le fais sur la mécanique universelle depuis 25 ans qu'elle est sur Internet, mais ça va être un mouvement qui va se développer dans l'humanité. Et on sent que déjà l'égocentrisme est un peu en, en état de critique. Le monde commence à critiquer vraiment
cet état-là. Donc je lance l'audio et puis je continue. C'est la 4e vidéo. C'est sûr que il n'y a pas de, d'abord il n'y a pas de hiérarchie dans les fonctions cognitives Chez Descartes. chez Descartes, bien sûr. Il n'y a pas non plus des classes en quelque sorte d'hommes qui sont destinés à cela plutôt qu'à cela. Au contraire même, le début des régulés, c'est pour dire l'esprit humain n'a rien de semblable aux arts. Chaque art a sa spécialité, a sa compétence, a sa pratique propre. Alors que justement l'esprit humain a une universalité a priori d'application à toute chose. Alors on va revenir à Platon, puis à Descartes. On va voir si la lumière de la raison platonicienne diffuse vraiment vers tout le monde, et si tout le monde, pour Platon, est en mesure de l'accueillir. On va voir aussi ce que c'est que ce soleil auquel la raison platonicienne On voit à quel point c'est difficile pour le monde tel qu'il est donné aujourd'hui, hein, à travers les médias, à travers comment c'est difficile de rompre avec l'élitisme, de rompre avec cette distinction. Voilà, comment se penser égal, comment le néolibéralisme a écarté l'idée d'égalité au profit de l'idée de liberté. Quand le capitalisme a vaincu le communisme a porté l'idée d'égalité, l'idée de fraternité, l'idée de vivre ensemble. Voilà, l'URSS était travaillé à fédérer chaque communauté religieuse, chaque pays, etc., au sein d'un même groupe. C'était un petit peu les valeurs. Alors le communisme n'a pas amené que des valeurs positives, que des choses bonnes, évidemment, on le sait, c'est pas pour rien qu'il est tombé. Et de l'autre côté, c'était le capitalisme a mené l'idée de liberté. Et bien, depuis qu'il a vaincu, depuis que le capitalisme a vaincu le communisme, il est rentré dans la toute-puissance, et c'est l'idée de liberté qui prédomine, et l'idée d'élitisme. Voilà, à travers ça, il y a des classes supérieures, des élites, et on le voit, les médias sont devenus complètement narcissiques, hein, au moins les médias oligarchiques. C'est incroyable, quoi, la façon dont ils se considèrent vraiment et dont ils privilégient l'élite. Ils montrent que l'élite, ils vendent que l'élite. Le peuple ne peut même plus se voir dans ces médias où même son image est dégradée. Il peut même plus se regarder, en fait. Il se voit pas parce qu'on lui a enlevé les caméras et le micro pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir montrer à quel point il est beau lui aussi. Et voilà. Donc est connecté. Je vous propose d'écouter, lu par Bernard Gabet, un extrait de La République, de la République de Platon, la mal nommée République, c'est de la cité, la traduction exacte du titre de ce livre de Platon, livre 6. Écoutez. N'est-il pas vrai que le soleil n'est certes pas la vue, mais qu'étant la cause de celle-ci, il est vu par la vue elle-même? Eh bien, considère que c'est lui que j'affirme être le rejeton du bien, que le bien a engendré comme analogue à lui-même. Ce que le bien lui-même, dans le lieu intelligible, est par rapport à l'intelligence et aux choses pensées, le soleil... Voilà, alors le bien, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est tout ce qu'on veut. Donc, dans Platon, c'est la lumière, c'est vraiment incroyable comment c'est perçu intuitivement la puissance de la pensée antique au niveau du spirituel. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment le bien qui a créé l'univers, quoi. Il l'est dans le lieu visible par rapport à la vue et aux choses vues. Les yeux, tu sais que lorsqu'on les tourne vers les objets dont la lumière du jour n'atteint plus les couleurs, mais qu'atteignent les lueurs nocturnes, ils s'obscurcissent et paraissent semblables à ceux des aveugles, comme s'il n'y avait pas en eux de vision nette. Mais je crois que lorsque c'est vers les objets que le soleil éclaire,
il voit clairement, et il apparaît que la vision est présente dans ces mêmes yeux. Conçoit donc de la même façon ce qui concerne l'âme aussi, à savoir ainsi, lorsque c'est sur ce qu'éclaire la vérité et l'être qu'elle se fixe, elle le conçoit, le reconnaît, et il apparaît qu'elle possède de l'intelligence. Mais lorsque c'est sur ce qui est mêlé d'obscurité, ce qui devient et qui se défait, elle n'a que des opinions, et elle s'obscurcit, faisant varier ses opinions d'un côté et de l'autre, et ressemble en revanche à un être dépourvu d'intelligence. Anne Merker, vous êtes invitée ce matin avec Pierre Guénantia, vous êtes spécialiste de la philosophie grecque ancienne, donc de Platon. Pierre Guénantia est notamment spécialiste de Descartes, mais aussi d'autres auteurs modernes. Et nous parlons ce matin de la question de la lumière comme métaphore habituelle pour évoquer la raison dans la philosophie. Que vaut cette métaphore? Chez Platon, nous venons de voir que ça renvoie à un soleil. Pouvez-vous nous expliquer, Anne Merker? Alors, je commence par une remarque sur la dernière phrase de l'extrait qui fait le lien avec ce que nous venons de dire. Quand l'âme humaine l'intellect porte ses regards sur ce qui n'est pas éclairé par le soleil et la lumière, l'être humain ressemble à un être qui est dépourvu d'intelligence. Le mot « ressemble » est important parce que précisément Platon réaffirme tout le monde possède l'intelligence. Simplement, c'est la situation dans laquelle on se trouve qui donne l'impression qu'on n'en a pas. Donc, je rejoins à nouveau les propos que Pierre et que j'ai développés aussi auparavant. Cette histoire de comparaison entre le soleil et le bien sert à Platon à faire comprendre que l'intelligence humaine, alors pour le coup, ça va être la différence, je crois, avec Descartes, n'est pas autonome, elle n'est pas autarcique, elle n'est pas autosuffisante. Et l'intelligence a besoin de quelque chose en plus pour être pleinement ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît quand la lumière n'est pas là, mais elle ne donne pas la pleine réalité de son être. Voilà, alors on pourrait dire, moi je le conçois comme ça, toujours, que l'intelligence sans le divin, sans le bien, sans Dieu, sans l'amour, elle ne peut pas donner sa plénitude. Et en réalité, intelligence sans conscience n'est que ruine de l'âme. On pourrait le voir aussi comme ça. Mais l'intelligence a absolument besoin de l'amour pour vraiment exprimer ce qu'elle est. Sinon, oui, elle peut être mathématique, elle peut être rester au niveau de la matière, mais elle n'atteint pas sa plénitude. Et donc il y a quelque chose de l'extérieur, je ne comprends pas très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui l'a fait fonctionner? Exactement. Et ce qui l'a fait fonctionner, de même que la vue a besoin de la lumière, qui est un troisième terme de grande valeur et qui est prodigué par le soleil, de même l'intelligence pour non pas voir mais pour connaître de manière scientifique a besoin d'une lumière extérieure. Et Platon essaye de nous expliquer que cette lumière provient du bien, de l'idée de bien. Alors je précise tout de suite qu'il faut entendre le bien comme le bon, le bénéfique, ce qui est bon, bien, parfait. Et Platon essaye d'expliquer ici quelque chose qu'il a dit déjà dans le Phédon, à savoir que connaître, ça ne peut pas se faire simplement avec, je dirais, une application rationalisante des causes et des effets. Il faut, pour aller jusqu'au bout de l'explication, comprendre pourquoi il est bon qu'il en soit ainsi. Et c'est ce rôle-là que joue l'idée de bien, c'est qu'elle permet de rendre raison ultimement, de manière ultime, de l'état du monde. Et tant que mon esprit n'a pas réussi à remonter jusqu'à cette explication-là, eh bien, en réalité, mon esprit ne possède pas pleinement la connaissance. Voilà, ben oui. Tant qu'on n'a pas repris l'idée du principe créateur, qu'il y a ce principe que le bien est à l'origine de la création totale, qu'il y a Dieu en somme, qu'il y a un principe créateur positif ou qui correspond à l'amour, ce que après les religions
derrière le judaïsme, et le judaïsme, christianisme, islam, Dieu est amour. Donc c'est cette chose-là qui permet à l'intelligence de devenir véritablement intelligente, d'atteindre sa plénitude et sa perfection. Et c'est ce vers quoi nous allons. Pour le dire encore autrement, tant que mon esprit observe simplement des choses qui sont en devenir, mon esprit est dérouté, l'intelligence est déroutée, parce que ce qui est en devenir se désiste sans cesse de son être. Le devenir est... Génial, ça, parce que je découvre en même temps que j'écoute là. Donc, tant qu'on voit que le devenir, mais le moment du devenir, on ne peut pas comprendre tout le mécanisme. C'est pour ça que l'intérêt de la mécanique universelle, c'est de dire la finalité, c'est l'amour, c'est d'atteindre la perfection qui est la fusion avec le principe créateur, qui est l'accession à l'amour absolu. On va vers cet amour absolu. Là, on peut comprendre tout le processus de la création. Mêlé d'être, est un mélange d'être et de non-être. J'essaye de dire quelque chose sur lui, mais déjà il est devenu autre. Et donc mon discours sur lui s'effondre. Et donc il faut se tourner vers ce qui n'est pas de l'ordre du sensible, c'est-à-dire en réalité ce qui n'est pas de l'ordre du devenir, c'est la notion de devenir qui est importante. Il faut se tourner vers l'être. Or, ce qui dispense l'être, c'est l'idée de bien. Parce que c'est le bien qui fait être les choses, voilà, qui leur donne leur consistance, de la même manière que le soleil fait croître les choses et en plus les fait voir. Et bien de la même manière, le bien fait être les choses dans un état de plénitude, Dieu. Il faut bien parce le que c'est prendre bon, comme ça. Il est bon qu'il en soit ainsi. Et le bien en même temps illumine la pensée, l'intelligence qui comprend cet état des choses. Alors je rappelle que la République de Platon comporte 10 livres. Ils ont été écrits à peu près entre 384 et 377 avant Jésus-Christ. Et donc, un de ces livres, postérieur au texte que nous venons de lire, est la déclinaison d'une allégorie très célèbre. Certains qui sont vraiment attirés particulièrement, peut-être je vais me faire gronder en étant trop aristocratique dans le commentaire de Platon, c'est vous la spécialiste. Et donc, certains, voilà, c'est toujours... C'est vraiment, c'est incroyable, mais c'est complètement caractéristique entre ces deux professeurs de philosophie, Anne Merker, Pierre Guénancia, et la présentatrice, l'animatrice qui a fait philo, etc., qui a un bagage philosophique considérable, mais qui ne peut pas s'extraire qui veut à tout prix que ça soit qu'il y ait une vision élitiste chez Platon ou chez les philosophes. Et les deux professeurs qui veulent montrer au contraire qu'ils sont dans l'idée d'égalité. Voilà, c'est vraiment la lutte entre la liberté et l'égalité, le capitalisme, le communisme. Certains vont plus volontiers que d'autres s'arracher à la caverne dans laquelle nous... Voilà, ça m'a l'air très faux. Pardon, vous allez me corriger après. Je suis désolée. Je dis juste comme on a parfois coutume d'enseigner. Tout à fait. Voilà, vous corrigerez. Et donc sortent et vont vers ce soleil qui, si j'ai bien compris, est alors c'est une métaphore, c'est quelque chose de réel. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est du divin? De quoi s'agit-il? Et surtout, quelle est la différence entre ces êtres-là et ceux qui restent dans la caverne? En fait, vous avez dit il y a des êtres qui ont davantage envie, etc. En fait, quand vous lisez le texte de Platon, les prisonniers, donc il y a des prisonniers au fond d'une caverne qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas tourner la tête et qui regardent des images, des ombres sur la paroi et qui les prennent pour des choses réelles. Et en fait, aucun n'a envie de sortir. Chacun est enchaîné et je dirais même enchaîné par le regard. Le regard enchaîne beaucoup plus que l'audition. Il y a une focalisation pour regarder quelque chose. Finalement, le corps est relativement statique quand on regarde aujourd'hui un écran, etc. Et on ne peut pas regarder un écran tout en bougeant dans tous les sens, sauf à l'emmener avec lui. Mais là aussi, le regard est enchaîné. Donc, spontanément, dans cette situation anthropologique d'être enchaîné aux images, personne n'a envie d'en sortir. Et le texte de Platon utilise plusieurs fois
l'expression si on le forcera, si on le force à sortir, on le force à se défaire de ses chaînes, il y a une intervention extérieure, et je reviens au motif de l'éducation. Et donc dans l'éducation, il y a à la fois du désir, Platon met les deux ensemble, on ne fera jamais l'éducation de quelqu'un si cette personne n'a pas ce désir d'éducation. Tout à fait. Et c'est bien, le problème n'est pas les prisonniers qui sont face à ces images et qui ne veulent pas sortir, c'est l'éducation qui manque. Et c'est comme aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à se penser en termes de citoyens, c'est la société qui les conduit à l'abêtissement, qui les empêche de devenir des citoyens, d'avoir une vision, un esprit critique vis-à-vis des choses, un engagement, etc., etc. C'est pas leur faute. Voilà, la pensée élitiste, c'est les gens sont cons, ils n'arrivent pas à faire leur truc, c'est le peuple est bête, voilà, etc. Donc c'est une pensée élitiste qui dégrade autrui pour s'affirmer soi en termes de meilleur, quoi. Et donc c'est exactement la pensée du chef de l'État quand il dit ceux qui sont rien, etc. En réalité, au lieu s'il était vraiment conscient, il dirait on l'empêche. Moi-même, qui suis chef de l'État, j'ai les moyens de faire en sorte que il ait une autre vision de lui-même, qu'il ait toutes les possibilités d'évoluer, de penser, de faire, mais je l'empêche au bénéfice de l'oligarchie qui me paye, qui m'a mis en place, etc., etc. Et c'est là où il y a une grande... Le problème de l'élitisme, c'est ça, c'est qu'il dégrade l'image du peuple pour s'affirmer lui-même. Il est dans cette dimension-là, dans la chose. Voilà. On continue. Mais en même temps, il y a une forme de contrainte pour arriver à sortir les gens de la fascination de l'image et de la fascination du simulacre. Et cette image de la caverne, et là, c'est en fait on retrouve une image de notre Baudrillard propre situation, dit Platon, à savoir que rien dans notre vie ordinaire, enchaîné aux images, ne nous donne envie d'en sortir et qu'il faut cette contrainte extérieure. Très bien. Alors, on va parler ensuite de la redescente. Et on reviendra au problème de celui qui est éclairé et des autres. Même si je suis très curieuse de savoir comment vous nous... C'est incroyable, la résistance. Là, c'est ça qui est complètement surprenant. La résistance à l'élitisme. Et c'est caractéristique, c'est complètement... C'est les médias d'un côté et les enseignants de l'autre. Les enseignants, mais les enseignants, les véritables enseignants humbles, comme sont Anne Merker et Pierre Guénancia, mais c'est la plupart des enseignants qui sont comme ça, qui ont cette humilité, qui ont quelque chose, qui enseignent en même temps l'humilité. Je ne parle pas des philosophes comme Michel Onfray, qui au contraire, d'ailleurs, il s'est écarté de ce genre de choses pour justement passer du côté de l'élitisme et aller dans une idée élitiste, au fond. Voilà. Montrer ce qui apparaît peut-être à une lecture superficielle ou première comme un clivage quand même. Voilà, alors voilà, il y a ce côté-là. Bon, bref, c'est très compliqué pour les médiatiques parce que c'est le désir élitiste qui les amène à cette position. En réalité, c'est ça aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que souvent, dans les médias, c'est des narcissiques qui vont se soigner, qui vont demander au peuple, ils arrivent dans les médias comme dans ceux qui sont dans le TPMP, là, etc. Ils vont là
pour demander au peuple de maîtriser leur narcissisme, en fait. C'est des narcissiques costauds qui, en fait, se mettent en lumière pour qu'on rabote leur... Donc, c'est eux qui devraient nous payer, en réalité, parce qu'ils se font soigner par le peuple. Et ça, il faudra le comprendre un jour ou l'autre. J'en ferai une vidéo, d'ailleurs. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.